du tout. Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette convention d'Unicancer. Alors une convention selon le titre pour laquelle on va essayer de poser ensemble les jalons, c'est dit dans le titre, d'une prise en charge innovante, globale et interactive. L'enjeu, il est d'importance à l'heure où le cancer connaît l'une de ses transformations majeures, celle d'une cancérologie de précision qui ouvre à des traitements plus individualisés, celle d'une prévention élargie et celle d'une expertise patient qui prend sa place de plus en plus dans le temps de la maladie, mais aussi évidemment dans l'après-cancer. Autant d'avancées qu'il va falloir intégrer dans la routine des actions, dans la routine des suivis, pour faire de la cancérologie une médecine de l'excellence scientifique et des avancées thérapeutiques, mais aussi de plus en plus un modèle de convergence des savoirs et de santé publique. On va voir comment conduire cela et comment les centres, par leur modèle agile, peuvent être à la fois les pionniers et l'étendard de cette nouvelle approche de prise en charge dans l'offre de soins du post-Covid. On le fera avec nos débats, conduits bien évidemment dans le strict respect des règles sanitaires, avec vos témoignages, vos questions, ceux de notre public ici présent et évidemment ceux de notre auditoire connecté qui va nous suivre tout au long de cette journée et on les en remercie très chaleureusement. On va tout de suite commencer par une première séquence d'introduction. Pour cette séquence d'introduction, j'accueille autour de moi Stéphanie Combe. Bonjour. Vous êtes directrice du Health Data Hub. Nous avons Norbert Ifra, bonjour, président de l'INCa, et Jean-Yves Blais, président d'Unicancer et directeur général du Centre Léon Bérard. On va tout de suite débuter avec une vidéo, un message vidéo du ministre Olivier Véran. Monsieur le président d'Unicancer, cher Jean-Yves Blais, mesdames et messieurs, chers tous. Merci de me faire l'honneur d'intervenir à l'occasion de votre Convention nationale des centres de lutte contre le cancer. Avant toute chose, je veux vous dire ma gratitude, vous, l'ensemble des acteurs de la lutte contre le cancer, parce que vous êtes pleinement mobilisés pour assurer la continuité des soins dans le contexte pour le moins difficile de la crise sanitaire. Depuis plus de 20 ans, l'INCa, les plans successifs et vos centres ont su faire de la France un modèle de réflexion concertée, de coordination et de progrès dans la prise en charge de ces maladies. À bien des égards, je crois que cette mobilisation dynamique a validé votre modèle et celui d'une prise en charge coordonnée. Elle a également inspiré bien d'autres domaines que celui de la lutte contre le cancer. Il faut rendre à César ce qui lui appartient et reconnaître que vous avez été des précurseurs. C'est un rôle qui est exigeant. Il peut parfois même être ingrat, mais il est essentiel. Et c'est précisément la lettre et l'esprit de la stratégie décennale que de se projeter dans l'avenir et de renforcer notre ambition dans la lutte contre le cancer. Cette stratégie, vous le savez, assume des choix clairs qui se traduisent par 3 grands axes. Améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des personnes, et lutter contre les cancers de mauvais pronostic. En matière de prévention, premier axe de cette stratégie, les principaux leviers sont le renforcement de la lutte contre le tabac, bien sûr, aller vers la mise en place d'un programme national de prévention du risque alcool, développer une alimentation favorable, accessible à tous et encourager l'activité physique, améliorer enfin l'accès au dépistage en prenant mieux en compte les populations précaires. En termes de limitation des séquelles et d'amélioration de la qualité de vie, le deuxième axe, il s'agit de développer la recherche sur les séquelles et d'améliorer la qualité de vie des personnes, encourager l'innovation, notamment dans le champ du médicament, et de faciliter l'accès des personnes aux innovations diagnostiques et thérapeutiques. Il s'agit également de favoriser la prévention, le repérage, le traitement des séquelles et de mettre en place le suivi personnalisé des patients et de leurs proches. Il faut enfin poursuivre des actions en faveur de l'emploi et de l'adaptation aux études pendant la maladie, ainsi que le bénéfice du droit à l'oubli pour tous les patients qui le justifient. En termes de lutte contre les cancers de mauvais pronostic, enfin, les enjeux majeurs sont amplifier la structuration de la recherche sur les cancers de mauvais pronostic, favoriser le diagnostic précoce, encourager les meilleures stratégies thérapeutiques, ainsi que l'accès des patients aux essais cliniques, garantir des soins de support renforcés, renforcer le suivi des patients atteints de cancer. Vous le savez, cette stratégie, elle est très ambitieuse. Elle trace les perspectives de chantiers essentiels à l'évolution des modalités de diagnostic et de prise en charge. Elle est par ailleurs complétée par une dynamique d'amélioration constante du fonctionnement et du réglage de notre système que je souhaite toujours plus à votre écoute et toujours plus réactif.
Le travail en cours sur l'amélioration de la prescription et du financement des tests oncogénétiques va dans ce sens. Les expérimentations en cours au titre de l'article 51 témoignent du dynamisme de vos établissements et de vos équipes en dessinant les modalités de prise en charge de demain. Enfin, d'un point de vue sociétal, notre responsabilité est immense quand il s'agit d'installer un droit à l'oubli efficace. Et je m'y emploie en ce moment même avec le gouvernement. Elle est tout autant au moment d'impliquer réellement les patients dans les prises de décisions thérapeutiques, y compris sur la question, encore trop taboue, du recueil des directives anticipées, telles que le prévoit la loi Claes-Leonetti. Là aussi, il faut que la cancérologie trace le chemin. J'ai confiance et je vous y aiderai. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux. Je vous remercie. Alors, Jean-Yves Blais, je voudrais commencer par vous. Dans le prolongement de ce que vient de dire Olivier Véran, en quoi est-ce que vous voyez finalement la prise en charge en cancérologie à l'aube d'une transformation majeure et en quoi les centres peuvent, je reprends la formule d'Olivier Véran, tracer le chemin de cela ? En fait, ce que l'on observe, c'est une révolution scientifique qui est réellement très profonde au cours de ces 10 dernières années. On peut même probablement la faire remonter avant. Ce qui est indiscutable, c'est qu'elle s'accélère. On est en train de changer les classifications des maladies avec les classifications moléculaires, les classifications immunologiques. On est en train de comprendre que l'organisation de la prise en charge du patient dans les étapes les plus précoces de sa prise en charge, diagnostique et thérapeutique, est cruciale pour améliorer la survie, l'espérance de vie et pour faire des progrès de manière collective. On est en train de se rendre compte également, et je pense que c'est un des axes de la stratégie décennale, que le nombre de cancers augmentant de manière très régulière, il faut donner une impulsion à la prévention, qu'il faut qu'il y ait moins de cancers, c'est un élément clé. Je pense que c'est une dynamique tout à fait salutaire qui est celle qui est proposée. Alors comment faire dans cette situation où les standards changent tous les 6 mois ? Et d'ailleurs, on n'a même pas le temps de les rédiger. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que les petites unités mobiles pour guider les pas des grandes flottes, je crois. Et les centres de lutte contre le cancer sont ce type de structure. Des petites unités mobiles qui guident les grandes flottes. Et la grande flotte que nous avons du système de santé connaît quelques turbulences actuellement. Mais c'est pas grave, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. En tout cas, notre mission, elle est bel et bien là. Ces petites flottes, ces petites unités mobiles, comme vous le dites, elles sont évidemment le centre de cette convention, une convention dont vous avez décidé aussi de faire une sorte de rampe de lancement pour une plateforme de propositions en vue évidemment de cette année 2022 d'élection présidentielle. En quoi il est important pour vous qu'Unicancer se positionne à travers un plaidoyer, à travers une plateforme de propositions sur cette échéance d'élection présidentielle ? En fait, c'est essentiel car le point de vue des d'acteurs qui sont au fond historiquement profondément transversaux et très complémentaires au sein d'un système de santé qui est complexe, mais où au fond les choses sont quand même assez balisées. On a un point de vue qui est original et il doit, à travers les propositions que l'on est en train de faire, propositions sur une approche holistique. On dit beaucoup One Health, c'est un peu tarte à la crème. Enfin, c'est ça dont on veut parler. Une approche centrée patient. Là encore, il faut se méfier des annonces et être réellement dans le concret. Une approche intégrative. On disait avec Norbert Ifra juste avant de commencer qu'il n'y aura pas d'excellence sans excellence en routine. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'on le porte et qu'on le dise en tant que messager du terrain. Et puis pour finir, quelque chose qui est quand même important à un moment où on voit bien que le système de santé et les acteurs de terrain ont un peu de difficultés, c'est continuer à rendre attractif, rendre à nouveau très attractif nos actions dans les hôpitaux, médecins, soignants, réenchanter un peu le système au fond. C'est une de nos missions et c'est ce catalogue de propositions que nous sommes en train de travailler, puisque nous y étions hier avec les directeurs généraux adjoints qui devraient nous aider à faire des propositions et on l'espère, propositions couronnées de succès aux candidats. On suivra l'évolution de cette plateforme et puis les propositions qui en sortiront bien évidemment pour construire aussi et faire avancer cette offre de soins qui arrive pour les années à venir. Norbert Ifra, l'année dernière, vous étiez venu en introduction de cette même convention nous présenter l'esprit, les grandes directions de la stratégie décennale. Elle se met en place aujourd'hui, première feuille de route, fort de, je dirais, leur modèle agile, leur modèle singulier, de ces petites unités, comme vient de le dire Jean-Yves Blais. En quoi les centres sont-ils pour vous l'aiguillon, sinon le modèle un petit peu de ce que peut être une prise en charge transformée et comment peuvent-ils aussi être l'aiguillon de cette stratégie décennale et de sa feuille de route ?
Bien, parce que nous sommes aujourd'hui dans une réunion qui succède au prix de l'innovation. Et justement, c'est par l'innovation que ces actions doivent progresser. C'est notamment pour des choses qu'on considérait comme établies, et qui est le premier sujet, qui est la prévention et le dépistage, et où on voit bien à la fois l'efficacité et les limites des approches traditionnelles. Et en réalité, et je rejoins complètement ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Yves, c'est en étant excellent au quotidien qu'on voit les pistes d'amélioration et qu'on les teste et qu'ensuite on en fait profiter la collectivité. Et ça, c'est vraiment une des très grandes forces des centres d'Unicancer. Cette capacité à aller vers, cette capacité à interroger ce qui est considéré comme acquis pour essayer soit de le démembrer, soit de le faire avancer. Et d'ailleurs, je rappelle que Unicancer et les centres d'Unicancer ont été avec nous à la conception de cette stratégie décennale, et que ce qui vient d'être rappelé par notre ministre, c'est vraiment, certes, porté par l'Institut national du cancer, mais au nom de toute la communauté des équipes et des centres qui luttent contre le cancer. Et oui, je crois beaucoup dans les efforts d'innovation qui vont être faits. Alors, efforts d'innovation, peut-être quelques points clés qui sont au centre de cette stratégie décennale. Vous avez un peu parlé de cette prévention et de la prévention primaire et du rôle que les centres vont avoir à y jouer. Comment est-ce qu'ils peuvent être plus présents autrement que, comment dire, faire des campagnes d'information et de sensibilisation en plus que celles qui existent déjà? Quel changement d'approche il faut avoir là-dessus? D'abord conceptuel sur un certain nombre d'actions qui sont considérées comme acquises et où on voit qu'on ne progresse pas. Ensuite, ce qu'on a très bien vu au moment des prix de l'innovation, en jouant l'excellence qui se déplace, le aller vers, vous voyez, et apporter le témoignage d'acteurs directs à la population, ça a une force que n'auront jamais les communications traditionnelles de personnes qui sont vécues comme, entre guillemets, étatisées. Je peux vous dire que, y compris dans le centre que je connaissais le moins mal, le fait de changer de statut, d'une certaine manière, a contribué, en tout cas vis-à-vis du malade quotidien, à me décrédibiliser. Mais bien sûr, je n'étais plus le médecin qui les soigne, mais quelqu'un qui était dans un appareil. Et en réalité, la très grande force des centres, c'est que ce sont les médecins qu'ils voient au quotidien pour les soigner qui vont leur dire « attention, il faut que tu fasses ça ». Et je crois que ça a une force supplémentaire. Je pense vraiment, et c'est un combat que nous menons ensemble, que nos forces sont là pour s'additionner et qu'il faut qu'on profite de la richesse de cette diversité. Et oui, je compte énormément sur les centres d'Unicancer pour la prévention, alors que ce n'est pas, je dirais, ce qu'on aurait pu imaginer au tout début, et je dois dire qu'ils s'en sont emparés résolument. Il y a des centres bien connus, on ne les citera pas, qui ne nous ont pas attendus pour s'occuper de la prévention. Mais cet effort, il est porté, et vraiment, moi j'ai trouvé que les centres d'Unicancer s'étaient engouffrés dedans résolument et avec appétit. Il y a un autre aspect qui sera au centre de nos débats, qui est très important dans la stratégie décennale, c'est la meilleure gestion des séquelles. Et là aussi, c'était présent dans les prix de l'innovation hier. Les centres sont présents, bien évidemment. Beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses ont été faites pour accompagner ces effets secondaires, pour accompagner la vie avec et la vie après. En quoi est-ce que là aussi, il y a besoin peut-être de changer d'approche, de paradigme dans la gestion de ces séquelles pour atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie décennale? Oui, je crois qu'il faut d'abord les prévenir. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où, ce qu'on n'a pas toujours connu, en tout cas pas moi quand j'ai commencé, où il y a plusieurs solutions thérapeutiques pour la même situation et qu'il faut choisir. Et qu'au moment du choix, l'anticipation des séquelles potentielles doit être un des critères de la décision thérapeutique au même titre
que la durée d'hospitalisation initiale ou des choses qui ont dominé le paysage pendant un certain temps. Et en fait, la prévention des séquelles, on est toujours dans est un élément aussi important que le suivi. Il ne s'agit pas simplement de compter les points et d'observer et de se faire aider dans l'analyse, par exemple par le Health Data Hub, de ce qu'on a fait. Il faut être dynamique. Il faut intégrer les éléments d'un choix thérapeutique qui d'emblée sera le plus performant et le moins toxique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec nos collègues d'Unicancer, avec d'autres collègues, nous plaidons vraiment pour que les examens biologiques qui permettent de faire le meilleur choix soient disponibles immédiatement et soient intégrés dans la conception du prix général du traitement et non pas vus finalement comme un examen biologique supplémentaire et une dépense supplémentaire, mais véritablement un pilote de la réduction des séquelles. Et j'y crois vraiment et on se bat pour ça. Sachant que sur ces deux sujets, la prévention primaire et la gestion des séquelles, on voit bien que les centres ne vont pas pouvoir tout faire tout seuls. Ils ne vont pas pouvoir suivre les patients sur 5 ans, 10 ans, faire une prévention de tous les déterminants santé. Ça amène aussi, et ça rejoint ce que disait Jean-Yves Blais tout à l'heure, à être des petites unités un petit peu, mais qui travaillent aussi en lien dans des approches territoriales et partenariales bien renforcées. Oui, oui. Chacun est à sa place et chacun doit y apporter et peut y apporter, c'est ce qu'on essaye de porter, sa contribution. Je crois que on a vu, et je dirais ces 10 dernières années, s'apaiser des espèces de tensions, de querelles de coq entre différentes structures qui ont évidemment des avantages et des difficultés différentes. Et de plus en plus, et j'espère que l'Institut y a contribué, à ce que toutes ces personnes sachent que l'autre les reconnaît, qu'on n'est plus nulle part dans un modèle entre guillemets de minorité opprimée qui en permanence doit chercher à démontrer qu'il existe et qu'il est justifié. Chacun a sa place, chacun est excellent dans sa place et chacun apporte une pierre dans cette difficulté. Et là, on est vraiment au cœur des sujets, parce que aujourd'hui, le malade vient, on veut le guérir, mais qu'est-ce qu'on avait montré? C'est que 5 ans après le traitement d'un cancer, il y a quand même les 2 tiers des malades qui ont des séquelles, et les 2 tiers de ces séquelles qui sont invalidantes. Et aujourd'hui, le sujet, il n'est plus d'être vivant, il est d'avoir une vie normale. Et ça demande une observation fine, ça demande l'analyse des cohortes, mais ça demande l'analyse au quotidien des gens, et ça demande le travail de professionnels issus de métiers différents, et qui apportent chacun sa pierre en sachant que dans ce jeu-là, il est irremplaçable. Un dernier mot sur un dernier axe, là encore évoqué par Jean-Yves Blais, là encore au centre de nos débats à venir. La cancérologie de précision, non pas pour ce qu'elle est en termes d'avancée, mais pour ce qu'elle est en termes d'intégration dans la routine clinique quotidienne. Comment intégrer ces bénéfices? Alors la stratégie décennale lance des appels à projets ambitieux, finance les consultations d'oncogénétique et c'est important. Est-ce que ça va suffire finalement à construire le modèle économique de cette routine clinique des avancées de la cancérologie de précision de demain? Non. Non, ce sont des éléments importants. La consultation d'oncogénétique, c'est évidemment important pour les personnes qui sont, soit parce qu'elles sont déjà malades, soit parce que dans leur entourage, il y a un malade, à sur-risque ou qui ont peur d'être à sur-risque. Mais cette biologie moderne, elle doit être présente à chaque étape du diagnostic, mais aussi du traitement. On parle beaucoup de biopsie liquide. Qu'est-ce que c'est que les biopsies liquides, sinon une détection de la maladie résiduelle dans la très grande majorité des cas? Et c'est de la biologie moderne, innovante et qui est évolutive. Ce qui était le gold standard en 2015 peut être magnifiquement ringard en 2020. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est de penser que ces examens biologiques doivent être inscrits dans le coût général du traitement et pas comme
traité comme un autre examen biologique. Et que aussi, il faut accepter l'idée qu'il y a quelque chose qui est difficile en France, qu'un examen peut avoir eu son aire de gloire et qu'il est dépassé. Il faut imaginer qu'on puisse collectivement dire « oui, maintenant il faut remplacer tel test par tel autre ». De la même manière que vous savez, lorsque le dénommé Laennec a inventé ou mis au point le stéthoscope, la percussion d'aorte a beaucoup perdu de son crédit clinique. Merci beaucoup. Stéphanie Combe, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous avoir ce matin dans cette phase introductive pour porter le projet, la profession de foi même du Health Data Hub autour de la gestion, autour du partage des données. Et la notion de partage va être là aussi très importante tout au long de cette journée. Peut-être nous dire en quelques mots en quoi ce Health Data Hub représente une opportunité pour les acteurs de la cancérologie et une chance à saisir aussi pour eux. Merci beaucoup et c'est plutôt un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin. Donc le Health Data Hub, peut-être juste pour vous redire très rapidement ce que c'est une structure publique qui est encore récente puisqu'on n'a pas encore 2 ans mais on les aura là tout début décembre, qui vise à faciliter l'accès des données de santé pour des projets d'intérêt public, donc principalement de la recherche, dans le respect bien sûr des droits des citoyens avec une exigence de sécurité très élevée puisqu'on est sur des données de santé donc sensibles même si elles ne sont pas nominative dans notre contexte. Donc comment ça marche? On a 4 activités principales. Un accompagnement administratif. Alors c'est pas très sexy, mais c'est pas très facile d'accéder aux données de santé en France. Donc il faut être accompagné pour bien comprendre toutes les démarches réglementaires, les différentes manières de faire. On essaye d'industrialiser ça et de travailler aussi avec le ministère ou la CNIL pour faciliter les accès, puisque c'est encore des délais longs en France. Ensuite, l'idée, c'était d'aller un cran plus loin et d'être aussi en capacité, pour les acteurs qui en expriment le besoin, de leur mettre à disposition les données. Donc ça ne concerne pas tout le monde, puisqu'il y a des acteurs qui se sont déjà équipés, mais il y a un vrai besoin néanmoins d'avoir des plateformes technologiques avec un niveau logiciel à l'état de l'art. Donc là aussi, vous parliez un petit peu d'effet de mode, ça peut aller très très vite en technologie. Et donc, si on veut être toujours à la pointe de l'analyse de données, il faut aussi être en capacité de mettre à disposition de la capacité de calcul, de stockage, des logiciels toujours mieux adaptés à la différence à l'hétérogénéité des données mobilisées, très gros volume, des formats très différents, imagerie, comptes rendus médicaux. Enfin, il y a vraiment un espace très large pour la recherche. Donc, on offre cette possibilité de mettre à disposition les données dans la plateforme que nous gérons et donc qui est en production aujourd'hui. Et on a aussi un concept qu'on appelle le catalogue. Alors, plusieurs nous ont dit que c'était pas très parlant, la terminologie catalogue, mais en gros, c'est une collection de bases de données. Et l'idée, c'est que pour ces bases de données-là, qu'on va mettre en commun avec les acteurs, nous, on n'est pas producteurs de données, donc c'est vraiment des partenariats avec les acteurs, et notamment Unicancer, dès la première version du catalogue, des accords de partage qui sont prédéfinis et qui vont faire que chaque porteur de projet n'auront plus à négocier avec les acteurs à l'origine des données pour chaque projet, ce qui permet de gagner du temps et d'être aussi très clair collectivement sur les règles du jeu. Et enfin, le dernier aspect sur lequel on intervient, ça peut paraître un peu secondaire, mais c'est un peu d'animation de l'écosystème, mais on en fait un peu tous. Et l'idée, c'est de créer des liens entre les différents acteurs qui font des projets sur les données de santé pour favoriser ces projets-là. Donc, en matière de cancérologie, où on en est, nous, au bout de 2 ans? Alors, c'est encore le début de notre histoire, mais on accompagne déjà une 50aine de projets, dont des projets en cancérologie, un certain nombre, vu que c'est quand même une priorité, et un certain nombre de projets qui sont portés d'ailleurs par des centres de lutte contre le cancer. Donc j'en parlerai moins bien que les porteurs de projets, mais on peut par exemple citer le projet DeepSarc, où l'idée, ça va être de croiser une cohorte de patients atteints de sarcome avec les données médico-administratives de l'assurance maladie, et ça permettra de comparer des schémas thérapeutiques dans un contexte où les essais cliniques ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas assez de patients. Et donc on pourra vraiment multiplier ce type d'initiative avec ces données médico-administratives de l'assurance maladie qui sont moins précises. On a
n'a pas les données cliniques à l'intérieur, mais on a les antécédents et on a ce qui se passe en dehors du centre de lutte contre le cancer. Donc ça peut être une information extrêmement pertinente pour la prise en charge et pour la compréhension des pathologies. On a d'autres projets, enfin les porteurs ont d'autres projets sur des thématiques comme l'efficacité des thérapies ciblées en cancer du poumon. Donc ça, c'est un projet porté par l'Institut Curie en lien avec 9 CLCC. Souvent, c'est des projets qui sont multipartenaires. On a des projets sur l'imagerie, beaucoup. Donc comment mieux détecter les tumeurs sur des mammographies ou sur des IRM dans le cadre du cancer de la prostate. Ou encore un projet sur la manière dont les personnes ont été prises en charge pendant la crise sanitaire aussi, puisque ça, on avait pu en échanger l'année dernière, mais ça a un énorme impact. Vous avez signé donc cet été avec Unicancer une convention de partenariat que vous signez d'ailleurs avec les différents acteurs de santé. Comment ça va mobiliser les centres et qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre de cette convention de partenariat ? Alors l'idée de ce partenariat, c'est essayer de passer à l'échelle justement à partir de ces premières initiatives qu'on a pu initier avec certains centres de lutte contre le cancer. Si on veut vraiment être impactant, comment on passe à l'échelle? Donc comment on industrialise le processus? Donc avec Unicancer, on a cette ambition à horizon 3 ans de construire une vraie base en cancérologie. Et donc notre idée, c'est de la construire brique par brique. Ça sera forcément quelque chose de difficile et donc progressif. Et on veut dès 2022, avec l'appui des centres, identifier les données prioritaires et les axes d'industrialisation. Donc ça paraît très théorique, mais par exemple, quand on veut faire un croisement entre deux sources de données, il y a un énorme effort à faire au niveau des centres pour récupérer les NIR qui vont ensuite servir de référence, de pivot entre les bases. Est-ce que nous, SDTUB, on est capable d'aider à industrialiser ça pour que chaque centre n'ait pas le même effort à faire et que les outils qui sont développés au niveau d'un centre puissent bénéficier à l'ensemble des autres centres? Donc c'est déjà la vocation d'Unicancer. Et c'est déjà ce qui est souhaité à travers l'outil Consort. Mais au niveau du HealthDataHub, on espère pouvoir apporter aussi un effet d'accélération à travers ce partenariat. Et donc concrètement, dès la semaine prochaine, on lance un appel à manifestation d'intérêt pour identifier ces premiers projets qui vont permettre de construire cette brique du catalogue cancérologie, première brique dès 2022. Et donc les acteurs vont pouvoir candidater jusqu'à fin janvier. Donc c'est un délai assez court, mais on espère pouvoir avancer vite sur ce projet. Et on l'accompagnera au niveau d'Unicancer et au niveau du HealthDataHub avec aussi un appui financier. Jean-Yves Blé, d'un dernier mot, on le voit, la stratégie décennale, on le voit, le HealthDataHub. En quoi ce sont des rampes de lancement stratégiques essentielles pour les centres pour faire face à ces défis importants de l'évolution de la prise en charge? Tout d'abord, un grand merci à Norbert et Stéphanie d'être présents. Je crois que leur présence est très importante et traduit en fait la dynamique que nous voulons donner. On ne peut faire bien qu'ensemble, et Unicancer traite 20-23% des patients atteints de cancer. Nous devons travailler ensemble. Et ce qu'a dit Norbert est extrêmement important. Nous nous situons dans un écosystème dans lequel chacun doit se reconnaître et nous sommes convaincus que 1 + 1 supérieur à 2 dans ce type de relation. Et je crois que c'est dans cette direction-là que la dynamique d'Unicancer actuelle veut être portée. Quant au HealthDataHub et à l'utilisation de ces outils et de ces données, je crois qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose de complètement nouveau. Stéphanie rappelait le projet d'IPSAR, qui est un projet qui va peut-être nous permettre de répondre à une question qu'on se pose depuis 30 ans. Fascinant, et on n'est pas arrivé à y répondre. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, fascinant, c'est la réponse aux questions qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire au unknown des anglo-saxons, l'inconnu de l'inconnu. On ne connaît même pas la question qui va pouvoir émerger de l'analyse de ces données. Et les premiers éléments que l'on a en creusant ces données, c'est qu'effectivement on extrait des diamants bruts dont on voit bien que c'est le futur de la cancérologie. Et c'est ça que nous allons faire tous ensemble, je crois, dans les années à venir. C'est vraiment une période très excitante. On va trouver des réponses et on va trouver des questions, on va trouver des réponses. Merci beaucoup, merci à vous trois pour ce temps d'introduction. On se retrouve tout de suite dans quelques minutes pour le premier de nos débats. Merci.